있고 있죠. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Ce matin, la Chambre continuera d'entendre la déposition de M. Song Si-kun. Celui-ci sera interrogé par la défense. S'il reste du temps après la déposition de M. Song Si-kun, la Chambre entendra le témoin So-sik. Monsieur Dokpari, je vous prie de faire rapport concernant la présence des parties à l'audience. Le greffier. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, toutes les parties sont présentes, sauf Maître Son Haroun. Il est absent pour raison de santé. Monsieur Ieng Sary se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol. Par son avocat, Monsieur Ieng Sary a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire, et ce, pour toute la journée. Le document de renonciation a été remis au greffe de la Chambre. En ce qui concerne le témoin So-sik, elle est dans la salle d'attente, à la disposition de la Chambre. Le Président, merci, Monsieur Paris. Avant de donner la parole à la défense, la Chambre va se prononcer concernant deux demandes. Premièrement, la demande de la défense de Ieng Sary. La Chambre est saisie d'une demande de Ieng Sary datée du 20 août 2012. Monsieur Ieng Sary y demande l'autorisation d'assister à l'audience depuis la cellule temporaire. Le médecin traitant a ausculté Ieng Sary et il a constaté que celui-ci était fatigué. Que ses déplacements le fatiguaient et qu'il était pris de vertige en marchant. De ce fait, d'après le médecin, M. Ieng Sary ne peut rester longtemps assis ni se lever fréquemment. Le médecin a donc recommandé que M. Ieng Sary soit autorisé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Par conséquent, la Chambre fait droit à cette demande, conformément aux recommandations du médecin. M. Ieng Sary pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Il est mentalement apte à suivre l'audience, mais physiquement, il n'est pas en état d'assister à l'audience depuis le prétoire. La Chambre fait droit à cette demande pour toute la journée. Les services techniques sont priés de brancher le matériel audiovisuel dans la cellule temporaire pour que M. Ieng Sary puisse suivre l'audience depuis là-bas. Deuxième décision. Il s'agit de la demande tendant à utiliser certains documents pour l'interrogatoire du témoin. La Chambre autorise la défense de Nunchea, le cas échéant, à citer le document D366/7.1.564
mais uniquement si la défense a de nouvelles questions à poser aux témoins. La défense ne peut revenir sur des thèmes qui ont déjà été évoqués, en particulier lorsque ces questions ont été considérées comme étant dénuées de pertinence ou comme étant répétitives. La requête tendant à revenir sur le document D22/185.5 et le document E3/1435 est rejetée. La décision motivée sera affichée au dossier en temps opportun. Sans plus attendre, la Chambre laisse la parole à la défense de M. Ieng Sary pour l'interrogatoire du témoin. Maître Canavas, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour toutes les personnes présentes dans le prétoire aux alentours, et bonjour Monsieur. Reprenons là où nous étions arrivés jeudi passé. Pour vous rafraîchir la mémoire, nous en étions à discuter d'une partie de votre déposition du 6 août 2012. Je fais ici référence à la page 64 de la transcription anglaise, en anglais, plutôt en khmer, 0083 21 80 et 82, en français 00 83 31 34 et 35, et en anglais 0083 32 51. Nous avons abordé cette question. Vous avez fait une réponse disant que Ieng Sary était responsable des affaires étrangères du centre. Quant aux intellectuels arrivant de France, qui étaient d'anciens membres du cercle marxiste-léniniste, il en était également responsable de ce groupe. Et ce groupe comprenez vous-même. Ensuite, vous avez dit, en précisant ce que vous entendiez par responsable et chargé de, et vous avez dit que Pol Pot prenait aussi les décisions concernant nos nominations et que c'était M. Ieng Sary qui était directement responsable de la mise en œuvre de vos fonctions. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça? Réponse. Premièrement, je tiens à saluer le président et les juges. Ma réponse est oui. Question. Une page plus loin environ, page 66 en anglais, en khmer 00 083 21 83 et 84, en français 00 83 31 37 et 38, et en anglais 00 83 32 53 et 54. Vous dites que dans certains cas, il, c'est-à-dire Pol Pot, prenait une décision seul. Par exemple, concernant les communistes intellectuels rentrés de France. Vous dites « je le savais clairement » parce qu'il les connaissait personnellement et donc il connaissait leur position politique. Ensuite, vous dites « pour ce qui est de la prise de décision à leur sujet, il prenait ses décisions tout seul ». Et ensuite, vous confirmez que vous parliez bien de Pol Pot. Vous souvenez-vous avoir affirmé cela et est-ce que vous maintenez la réponse que vous avez faite?
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំ Réponse. J'ai déposé en m'appuyant sur ce que j'avais appris et sur ce que je savais. À ma connaissance, les membres qui étaient des intellectuels du cercle marxiste-léniniste, de manière générale, suivaient les instructions du parti à l'intérieur du pays. Après la libération du 17 avril 1975, l'idée était qu'il rentre au Cambodge pour servir le pays. En effet, comme je l'ai déjà indiqué, les gens qui prenaient les décisions sur le sort des intellectuels, dont moi-même, eh bien, se prononçaient seulement sur les gens du cercle marxiste-léniniste. Et Pol Pot les connaissait très bien. Notre position politique était également claire et bien connue de Pol Pot. Ces gens respectaient les ordres du parti et obéissaient à ses ordres. Toutefois, ça ne veut pas dire que chaque individu du groupe était d'accord avec toutes les décisions prises par le parti. Mais, selon les principes du parti, les responsables de rang inférieur devaient obéir à ceux qui étaient plus hauts dans la hiérarchie. Pour cette raison, nous étions prêts à apporter notre contribution à la reconstruction du pays et du parti après la guerre. La défense. Merci, monsieur. Je vais poser une question brève pour voir si vous confirmez ce que vous avez dit. Parlons de Pol Pot compte tenu des réponses précédentes et de celles d'aujourd'hui. Je vous renvoie à l'audience du 15 août 2012 et à ce que vous avez dit. Il s'agit de la page 18 du texte anglais. En khmer, le RN, ou plutôt ce sont les pages 13 et 14 du projet de transcription, et en français c'est la page 19, c'est là que je vais commencer. Premièrement, on vous pose une question sur Philip Short et sur son livre Anatomie d'un cauchemar. Ensuite, on vous présente une citation qui vous est attribuée et qui se trouve à la page 20 de l'anglais, 21 du français. Ici, vous parlez de fait que Pol Pot microgérait. Vous dites que la microgestion des plus petits détails faisait partie de la conception qu'avait Pol Pot de la direction, une main ferme sans partage du pouvoir. Il voulait tout monopoliser. Êtes-vous fermement convaincu, aujourd'hui également, que sur la base de ce que vous avez observé à l'époque, Pol Pot microgérait tout? Réponse. Oui. C'est de cette manière qu'il gérait les choses. Il était méticuleux. Et il ne laissait aucune place aux autres pour prendre part aux décisions qu'il prenait. Question. Vous pourriez peut-être confirmer s'il s'agit ici d'un exemple. Document 3/42. En khmer 00 32 72 06 et 07. En français 00 32 72 26 et 27. Et
en anglais 00 32 72 17. Il s'agit des déclarations que vous avez faites le 6 mai 2009. Ici, une question vous est posée. Je pense qu'on en a déjà parlé. On vous demande si vous avez eu des contacts avec Nonchea à compter de 75 jusqu'à 79. Et une partie de votre réponse consiste à dire que vous n'avez jamais eu de contact avec Nonchea de 75 à 79. Parce qu'il ne s'occupait pas de la politique étrangère. Vous dites que c'était Pol Pot qui s'en occupait. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit, à savoir que c'est Pol Pot qui s'occupait de la politique étrangère à l'époque? Réponse: oui. C'était parfaitement clair. C'était un principe du parti. Le parti était le chef, et en tant que secrétaire du parti, c'est lui qui monopolisait tout. Et automatiquement, une telle autorité lui était confiée en vue de s'occuper des affaires du parti et de tout ce qui avait trait au PCK. La défense. Très bien. Ensuite, un autre exemple. Peut-être pourriez-vous nous aider. Il s'agit du livre noir, comme on l'appelle. Vous en avez parlé dans votre déposition. Je vous renvoie ici à votre déposition du 6 août. Vous avez dit que c'est Pol Pot qui, dans la réalité, était responsable de la rédaction du livre noir. Vous avez dit que c'était ses idées. Vous souvenez-vous avoir dit cela? Réponse: oui. C'est ce que j'ai dit dans le prétoire. Il a convoqué des cadres et à l'époque, Ieng Sary était présent. Et ensuite, il a fait un exposé, nous avons pris des notes. À la fin de la réunion, nous sommes retournés au ministère des Affaires étrangères. À l'époque, j'étais moi-même aux côtés de messieurs Ketchun et Chun Praset, ainsi que Nikon et Madame Sosai, ainsi que d'autres cadres qui ne venaient pas tous ceux du ministère des Affaires étrangères n'étaient pas là. Ensuite, nous avons mis en œuvre ce qu'il avait dit dans son exposé. Nous avons rédigé un document. Nous le lui avons présenté. Plus tard, il nous a renvoyé le document. Il l'a renvoyé à notre section de la propagande au ministère des Affaires étrangères, de façon à ce que le document puisse être traduit en 3 langues, en khmer, en français et en anglais. Nous n'avions pas le droit de modifier le contenu de son exposé. Nous avons simplement apporté certaines révisions de pure forme. La défense. Merci. Fin de la transcription, votre déposition se trouve aux pages 79 et 80 du texte anglais, en khmer, 00, 83, 21, 92 à 94, en français, 00,
83 31 51 à 57 et en anglais 00 83 32 66 et 67. S'agit-il là d'un exemple de microgestion tel que vous en avez parlé à Philippe Short? Réponse. J'ai déjà parlé de la microgestion qu'exerçait Pol Pot. J'ai seulement indiqué certains points, j'ai des choses à ajouter. En 1976, lors de la visite du ministre thaïlandais des Affaires étrangères, M. Pichai Rotakun, les relations entre le PCK et la Thaïlande n'étaient pas véritablement établies à l'époque. Il n'y avait pas eu d'échange d'ambassadeurs. Et donc, ce représentant de la Thaïlande est venu en visite à Sisopon. À l'époque, j'étais présent moi aussi. Pol Pot nous a envoyé du savon, des serviettes et des chaussures ou des pantoufles, et ce, à l'intention des visiteurs. Monsieur Anand Pacharachun représentait la Thaïlande et travaillait au ministère des Affaires étrangères, la Défense. Nous allons parler dans quelques instants de cette réunion. Je voudrais vous renvoyer à votre déclaration du 12 mars 2009, à la lumière de ce que vous venez de dire. Document E3 371, et en particulier la page 2 en anglais, en khmer le RNL suivant, 0028 82 34 et 35, en français 0028 82 41 et 42, et en anglais 0029 04 13 jusqu'à 16. Ici, vous répondez, le Kampuchea démocratique était un pays communiste et donc c'était le pays qui décidait de tout, même concernant les questions relatives aux affaires étrangères. Cette politique était définie par le dirigeant du parti, Pol Pot. Et ma propre destinée dépendait de lui. Ainsi, c'est Pol Pot qui m'a nommé au ministère et il m'a aussi nommé à l'agence cambodgienne d'information. Compte tenu de ce que vous venez de dire, est-ce que c'était le parti, collectivement, qui fixait la politique étrangère, ou bien est-ce que c'était Pol Pot qui, dans les faits, était chargé de fixer et d'édicter la politique étrangère? Réponse. En tant que membre ordinaire du PCK, je ne pouvais pas savoir si la décision était prise collectivement dans le cadre du principe
du centralisme démocratique. Cela dit, quelle que fût la décision prise par le parti, de manière générale, en tant que secrétaire du parti, il devait être responsable de toutes les décisions prises par le parti, en vue de la mise en œuvre de ces décisions par les membres du parti, la défense. Très bien, revenons au livre noir. D'après ce que vous avez observé et d'après ce que vous nous avez dit, Pol Pot s'en est chargé, il a dicté, il a approuvé, personne n'a pu amender. D'après ce que vous avez pu voir, est-ce que c'est le parti qui a rédigé le livre noir ou bien est-ce que c'est Pol Pot qui l'a fait et personne d'autre? Le président témoin, veuillez attendre. La parole est au coprocureur. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, chers confrères, Monsieur le témoin. Cette question a déjà été posée auparavant par Maître Carnavas et il la repose parce qu'il vient de recevoir une réponse qui peut-être n'allait pas dans le sens qu'il souhaitait, mais il n'y a pas de raison de reposer la même question au témoin. Merci Monsieur le Président. Well, Mr. President. Maître Carnavas, Monsieur le Président, nous avons reçu une réponse concernant un exemple et puis une autre réponse. Apparemment, il y a une contradiction intrinsèque. Une partie de ce que nous faisons vise à vous éclairer ces contradictions. Je vous laisse le soin de décider, Monsieur le Président, en me disant si je peux poursuivre ou bien si je dois passer à la suite. Le président. L'objection est valide et retenue dès lors que la question était répétitive. Le témoin n'a pas à répondre à la question posée. Maître, la Chambre vous rappelle qu'il convient de veiller à ce que vos questions ne soient pas répétitives. Thank you for the reminder. Maître Carnavas, je vous remercie, Monsieur le Président, de ce rappel. Je voudrais passer à la page suivante du même document où vous répondez à une question concernant Monsieur Yengsari et ensuite vous précisez, c'est exact, il est également vrai qu'il partageait la commission centrale du PCK pour les affaires étrangères. Mais je ne suis pas au courant de ces activités. Mais je tiens à rajouter que dans des pays communistes, il est habituel que certaines institutions ne servent que de façade et n'ont aucun membre à l'exception de leur président. Tel a été le cas pour la Commission des Affaires étrangères, des Relations extérieures, qui ne comprenait que Yengsari, lequel en référait directement à Pol Pot. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez repéré cette partie de votre réponse? Le témoin. Oui. C'est bien ce que j'ai dit. Maître Carnavas, lorsque vous dites qu'il était habituel dans des pays communistes qu'il y ait des façades, autrement dit des commissions, des comités, des institutions fictifs, pourriez-vous nous dire qui aurait eu la responsabilité de mettre en place ces façades? Vous poursuivez en disant que, en l'occurrence, Yengsari en référait directement à Pol Pot.
témoin. Je ne sais pas avec certitude qui l'a mis en place. D'après ce que j'ai personnellement observé, Pol Pot était le secrétaire du parti et lorsqu'il s'agissait des affaires étrangères, c'est Ieng Sary qui en était chargé. Ensuite, il y avait moi-même et d'autres cadres des affaires étrangères qui étaient au niveau inférieur pour mettre en œuvre ces décisions et non pas pour prendre ces décisions. La défense, je vous remercie. Nous étions en train de parler de la réponse que vous avez donnée concernant cette pure façade qui a été mise en place, c'est-à-dire la commission des relations extérieures du comité central. Et vous avez dit qu'il s'agissait d'une pure façade. Savez-vous qui a mis en place cette façade? Qui s'est efforcé de créer cette commission qui était fictive et qui était présidée par Ieng Sary et qui en référait directement à Pol Pot? Si vous ne savez pas la réponse, dites que vous ne le savez pas et je passerai à ma question suivante. Réponse. Je n'ai pas connaissance des détails précis de cette nomination en Kampuchea démocratique comme dans d'autres pays communistes. Ces décisions relevaient du comité permanent. Dans des pays tels que la Chine ou le Vietnam, ils avaient des bureaux politiques et au sein de ce bureau politique, il existe un comité politique constitué de quelques membres restreints qui s'occupent d'activités importantes. Au sein du comité central du parti, il y avait des sous-comités, par exemple, des sous-commissions pour l'économie, les relations extérieures, le commerce, et ainsi de suite. Je ne connaissais pas les nominations de façon spécifique, mais je pense qu'habituellement, c'était ce genre de groupe de travail qui en était chargé. Je tiens à rajouter que la commission des relations extérieures, d'après mes connaissances, était présidée par Ieng Sary. Je ne savais pas qui étaient les autres membres de cette commission et je ne connaissais pas non plus leur rôle. La défense, très bien, monsieur le témoin, mais je vais rester néanmoins sur ce thème. Vous nous dites là quelque chose de différent. Dans votre déclaration, vous avez dit que c'était une fiction, une façade. Il n'y avait pas d'autres membres, seulement M. Ieng Sary, mais aujourd'hui, vous nous dites que vous ne savez pas qui étaient les autres membres de cette commission. À l'époque, entre 1975 et 1979, aviez-vous connaissance de cette commission? Saviez-vous comment elle fonctionnait, si elle fonctionnait effectivement, car vous le décrivez comme étant une façade. Si vous ne savez pas, merci de nous le dire et de ne pas vous livrer à des spéculations. Réponse. Je ne sais pas si la défense a compris la manière dont des groupes de travail sont nommés dans des pays communistes, dans des pays dirigés par un gouvernement communiste. La défense, ceci n'est pas une réponse à ma question et est une perte de temps. Je lui ai demandé une réponse directe. Si le témoin ne le sait pas, il peut le dire, mais ce n'est pas son rôle de faire des discours et cela ne constitue pas une réponse à ma question. Le président, le témoin veuillez répondre à la question qui vous a été posée.
Je vous ai déjà dit dans le cadre de cette procédure que vous devez répondre aux questions. Et si vous ne savez pas la réponse, vous pouvez dire que vous ne le savez pas. Vous n'avez pas à rajouter autre chose, ce qui ne fera que vous fatiguer. La Chambre rappelle à nouveau aux partis que ces questions sont pour la plupart répétitives. Je rappelle à la défense donc d'éviter des questions répétitives et des questions qui consistent à accuser le témoin. Et donc, veuillez éviter de poser des questions qui ne relèvent pas de du sujet qui est concerné par cette procédure. Pour gagner du temps, les parties sont priées de reformuler leurs questions ou de les formuler de manière à ce qu'elles nous permettent de faire ressortir la vérité et de gagner du temps. L'accusation, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé d'interrompre à ce niveau-ci, mais la défense pose une question uniquement concernant la Commission des relations extérieures en rapport avec le document D143 ou E3/371. Or, le témoin en a parlé à d'autres endroits, et notamment dans le document E3/377 ou D166, où un certain nombre de précisions ont été apportées, ce qui fait que je crois que la question telle qu'elle est posée par la défense n'est pas de nature, induit, je pense, en quelque sorte, le témoin en erreur, ne prenant pas en compte l'entièreté de ses déclarations à propos de l'importance de cette commission des relations extérieures. Et je ne sais pas si je peux citer ce document, mais ce document E3/377, à la page 4 en français, dit pour ce qui... Excuse me, Mr. President. Now we're having the... Monsieur le Président, maintenant l'accusation, le Président interrompt. Veuillez permettre à l'accusation de compléter ses propos. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Monsieur le procureur, allez-y. L'accusation, vous avez la parole, allez-y. Merci, Monsieur le Président. La citation du témoin est la suivante. Pour ce qui concerne la Commission des relations extérieures, elle était chargée des relations de parti à parti et avait donc un rôle très important dans les relations avec les pays communistes. J'en conviens, cela vient en contradiction avec ce qui a été dit dans une autre déclaration, mais pour être tout à fait complet, je crois que la défense devrait aussi présenter cette citation au témoin pour qu'il puisse y répondre. Merci, Monsieur le Président. This is... La défense. Bien, de la part de l'accusation, ils font ce genre de choses de façon répétitive. Voilà ce qui arrive lorsque vous déléguez, Monsieur le Président, vous déléguez votre autorité à l'accusation et vous leur permettez de poursuivre ce genre de questionnement. C'est la situation que vous avez créée puisque eux, l'accusation, posent des questions qui les intéressent, qui intéressent leurs arguments et ne posent pas les questions que vous souhaiteriez poser. Je suis autorisée à mener mon interrogatoire sur la base des questions que l'accusation a posées et sur la base des réponses données par le témoin. Je n'ai pas à suivre leur script. S'ils veulent reposer des questions
aux témoins par la suite, nous pouvons mettre en place ce genre de système. Mais c'est ça le problème, c'est devenu une procédure accusatoire. Nous ne sommes plus dans l'univers du droit civil, nous sommes dans une procédure contradictoire. L'accusation interroge les témoins sur la base des extraits sélectifs des documents. Et lorsque moi-même j'ai posé des questions par le passé et que j'ai exprimé des objections en demandant pourquoi l'accusation n'a pas cité d'autres passages, on m'a répondu que j'aurai l'occasion de le faire lorsque j'aurai la parole. Et c'est justement ce que je suis en train d'essayer de faire ici. Je demande au témoin de clarifier ses propos sur la base des réponses qu'il a données. Je n'essaie pas de l'induire en erreur. Je lui demande simplement qui a mis en place cette façade. C'est le but de ma question. Je ne cherche pas à savoir comment les nominations étaient faites. Je veux savoir qui a créé la façade. S'il ne le sait pas, qu'il me le dise et je passerai à une autre question. Le président. Le témoin est prié de répondre à la question. Réponse. J'étais sur le point de répondre à cette question, mais puisqu'il y a eu cette intervention des avocats, je n'ai pas eu le temps de répondre. Je ne le savais pas, c'est ça ma réponse. Mais d'après ce que j'en savais à l'époque, il n'y avait qu'une seule personne qui présidait la commission. Mais quant à savoir des détails de la nomination, des personnes qui composaient cette commission, je n'en avais pas connaissance. La défense, merci. Concernant ce livre noir, a-t-il été diffusé dans le pays suite à sa publication? Et si tel a été le cas, dans quelle langue a-t-il été diffusé? Dans notre service, nous savions que le livre noir était diffusé à l'étranger également. À l'intérieur du Cambodge, bien, je ne sais pas s'il a été circulé ou pas. Cela ne relevait pas de mes responsabilités. La défense, je vous remercie. On Tong-hong, dans sa déposition, le 9 août, a dit que Ho Nom Hong et Pek Bun Tong étaient à Bang Trabek et ont passé une journée entière à essayer de traduire ce livre en khmer. D'après votre réponse, donc, vous ne savez pas comment ils auraient pu se procurer ce document en français afin de le traduire en khmer? Réponse. Je ne comprends pas très bien la question. Le livre était écrit à l'origine en khmer. Donc, pourquoi l'aurait-il retraduit en khmer, puisque la version originale était en khmer? La défense, c'est pour cela que je vous posais la question, car cela me paraissait curieux. Je vous remercie. Et nous pouvons passer à un autre sujet. Je reviens sur des questions que j'ai déjà posées, mais je n'ai pas eu de réponse complète. Dans le document E3/372, dans votre déclaration, dans la page ERN en khmer 0029 040 20 21, en français 0029 43 31 à 32, en anglais 0029 04 26. Vous indiquez dans votre réponse, en principe, oui, mais en pratique, comme le chef de, entre guillemets, l'office
était le neveu de Pol Pot, celui-ci décidait ce qu'il voulait sans toujours passer par Ieng Sary. C'était d'ailleurs la même chose pour la section des diplomates. Vous donnez ensuite un exemple. En disant que le 31 décembre 1977, il a été décidé de la rupture des relations diplomatiques avec le Vietnam. Normalement, la déclaration aurait dû être faite par mon département, mais en réalité, j'ai été mis devant le fait accompli. C'est Kia Chun et Jun Prasit qui ont été chargés de rédiger cette déclaration sous la direction de Pol Pot. J'aimerais parler de Sorong. D'après votre réponse, il semblerait qu'à l'époque, vous saviez que Sorong était le neveu de Pol Pot. Ce n'est pas un fait que vous avez appris après 1979. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. À l'époque, je savais qu'il était le neveu de Pol Pot. Donc, étant donné votre réponse, dans les rapports avec Sorong, est-ce que les gens faisaient preuve de déférence en raison de ses liens de parenté avec Pol Pot? Réponse. D'après ce que j'en sais, ce lien de parenté n'avait pas d'influence sur les dirigeants et leur manière de diriger. Pendant la période du Kampuchea démocratique, je ne pense pas qu'un traitement spécial ait été réservé à Sorong puisque c'était un parent de Pol Pot. Bien sûr, Sorong était le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il était également responsable de mon département au sein du ministère. Il n'était pas toujours obligé de demander l'autorisation de Ieng Sary sur certains sujets. Par exemple, lorsque la décision était rendue par Pol Pot, cela transitait par Sorong et Sorong n'était pas obligé de demander autorisation à Ieng Sary. Donc Sorong recevait parfois les ordres directement. C'est ce que j'ai pu observer, c'était la manière de travailler et c'était le style de direction que j'ai pu observer à l'époque. La défense, très bien, merci. Puisque nous parlons de Sorong, j'aimerais essayer de clarifier quelque chose qui concerne les aveux de Koitun. Il me semble qu'il y a un conflit entre votre déposition et celle de Sorong. Lui a précisé que c'est vous qui lui avez remis les aveux de Koitun. On le trouve dans le document E3/341. L'interprète se reprend E3/413. À la page en Khmer 0035 75 30 à 31, en anglais 0036 10 14 et en français 0040 54 56. Alors que vous nous avez dit le 7 août, que c'était Sorong qui vous a remis les aveux
de Koïtoun. Ce qui figure à la page 00 83 25 18 en khmer, en français 00 83 36 26 et en anglais 00 83 35 10. J'aimerais donc savoir, monsieur le témoin, qui a raison. Est-ce que vous avez remis les aveux de Koïtoun à Sohong ou est-ce que Sohong vous a remis les aveux de Koïtoun le 6 janvier 1979? Réponse. Le matin du 7 janvier 1979, alors que je m'apprêtais à quitter B1 pour aller au ministère de la propagande, qui s'appelait K33 à l'époque, Sohong m'a remis les aveux de Koïtoun en me disant que nous allions nous rencontrer dans les 5 jours à venir. À l'époque, je ne savais pas s'il était sérieux ou pas. Moi-même, je ne recevais pas les aveux de la part de qui que ce soit, donc je n'aurais jamais pu transmettre ces aveux à Sohong, cela aurait été impossible. La défense, je vous remercie de cette précision. Je vais changer de sujet, mais nous parlons encore de Pol Pot. Vous nous avez dit qu'il prenait des décisions et qu'il effectuait des nominations et que, notamment, en ce qui concernait le retour au pays des intellectuels. J'ai donc une question à vous poser. Sur la base de ce qu'écrit Chandler, vous pouvez peut-être nous aider. Le professeur Chandler, dans le document D1 08/50/1.75, à la page ERN en anglais 00193374, il n'y a pas de traduction, mais il s'agit du même passage ayant été montré à un autre témoin. Je vais vous le lire rapidement, il est très bref. Et il s'agit de On Tong-hung. Je cite, Hong était affilié à l'UEK plutôt que l'Union nationale des étudiants khmer, qui était plus extrême et qui était l'organisation maoïste à laquelle appartenait le fils de Kol Tok. Et voici la partie qui m'intéresse. Une trentaine de membres de l'UNEC, dont le fils de Touch, ont été autorisés à revenir au Cambodge en 1973 après avoir été autorisés par des Cambodgiens à Beijing. Les étudiants comme Hong, qui étaient affiliés à l'UEK, ont été dit qu'il fallait attendre et aucun d'entre eux n'est revenu avant avril 1975. Monsieur le témoin, vous nous avez dit avoir été présent à Beijing à cette époque. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Est-ce que David Chandler a raison en disant qu'en 1973, il y avait un processus de contrôle à Beijing qui visait à sélectionner les Cambodgiens qui devaient revenir au Cambodge et se rallier à la révolution?
បាទគឺថាពេលនោះគឺមាននិស្សិតច្រើន Réponse. À ce moment-là, il y avait de nombreux étudiants, y compris Kolroti, le fils de Koltouch. Il était présent à Pékin et s'apprêtait à retourner au Cambodge pour rejoindre la révolution. Ils étaient là pour subir un entraînement physique, pour renforcer leur force physique et leur endurance pour pouvoir participer à la révolution. Donc ils ont été entraînés avant de venir. La défense. Mais ma question concerne ce contrôle, ce tri. Qui avait le droit de revenir et qui s'est vu refuser ce droit? Monsieur Chandler semble dire qu'il y avait un processus de sélection qui s'effectuait à l'ambassade de Beijing. A-t-il raison en le décrivant ainsi? Réponse. Est-ce que vous croyez David Chandler ou vous me croyez moi? Parce que moi j'étais présent parmi ces étudiants à Pékin. Il n'y avait pas de processus de sélection du tout. Ceux qui demandaient à retourner au Cambodge y sont allés. Lorsqu'ils avaient pris la décision de retourner au pays, c'était volontaire. La défense, je vous parle de l'année 1973, dès 1973. Réponse, c'était en 1973. La défense. Vous nous avez dit dans votre déposition, le 6 août, à la page en Khmer 0083 21 99 à 2200, en français 0083 31 60 à 62, et en anglais 0083 32 73 à 74. Vous nous avez dit que le secrétaire de l'ambassade avait l'autorité réelle. Vous rappelez-vous de vous être exprimé ainsi? Réponse. Oui, c'est ainsi qu'était organisé le parti. Le secrétaire du parti était habilité à exercer le pouvoir et non pas l'ambassadeur. La défense. Document E3/101. Il s'agit de votre déclaration du 17 mars 2009. Peut-être pourriez-vous apporter des explications sur les deux dernières réponses que vous avez données concernant David Chandler et concernant le secrétaire d'ambassade. Une question vous est posée. Je vous donne les ERN. C'est donc le document E3/101. Les ERN. « 00 29 04 37 et 38 en khmer, en français 00 29 04 49 et en anglais 00 29 04 43. Vous dites, je cite, « Tous passaient par l'ambassade du Cambodge à Pékin.
comme les communications entre les ambassades et Phnom Penh passaient par deux canaux différents, le canal du parti et le canal gouvernemental, il est possible que les instructions aient été transmises directement par Pol Pot à la cellule du parti à Pékin. Est-ce que vous avez repéré cet extrait de votre réponse? Réponse oui. Question. Ici, est-ce que vous faisiez référence à la période ultérieure à 1975 ou également à la période antérieure à cette année? Réponse. Monsieur le Président, avant 1975, le PCK n'était pas encore au pouvoir. Je n'ai pas compris pourquoi on m'a posé cette question. Le Président. La première question portait sur l'année 73. La deuxième question portait sur une autre date. Je vous prie d'écouter attentivement les questions et d'y répondre. La défense. Monsieur, savez-vous si des instructions ont été communiquées par Pol Pot à la cellule du parti à Pékin, même avant 1975, au sujet du retour des intellectuels? Réponse. Avant 1975, les ambassades du Cambodge étaient les ambassades du Funk et du Grunk, présidées par le prince Norodom Sihanouk à l'époque. Et cela n'avait rien à voir avec le PCK. En effet, le PCK n'a exercé son contrôle sur le pays seulement après le 17 avril 1975. La défense. Merci. Une dernière question là-dessus. Y avait-il une cellule du parti à Pékin avant 1975? Réponse. Oui. Il y avait une cellule du parti à Pékin et elle était dirigée par Madame Sin Han, qui était secrétaire pour le parti. Question, est-elle restée secrétaire pour le parti après 1975? Réponse. Non. En 1975, d'après mes souvenirs, elle est rentrée au pays et elle a cessé d'être secrétaire. Elle n'était pas secrétaire à l'ambassade, mais bien pour le parti, mais après cette date, elle a cessé de l'être. Question, savez-vous qui a pris la décision de la remplacer? Ou bien est-ce qu'elle est rentrée au pays volontairement? Réponse. Je n'en sais rien. Mais je sais que son mari était l'ambassadeur du Grunk à Hanoï.
Peut-être est-elle allée à Hanoï retrouver son mari. Question. Je passe à autre chose qui est toujours liée à Pol Pot. Plusieurs questions vous ont été posées sur les cadres de base transitant par le ministère des Affaires étrangères. Et il a été fait mention aussi d'un certain Khe Kim Hut. J'ai une question à ce sujet. Le 7 août, à la page 0083 25 25 et 26 de l'ERN Khmer, en français 0083 36 39 et en anglais à la page 0083 35 21 et 22, vous dites notamment ceci. Monsieur Ieng Sary était comme un administrateur supervisant leur travail, mais les décisions concernant les nominations incombaient à Pol Pot pour dire qui devait être envoyé au ministère des Affaires étrangères. C'était Pol Pot qui en décidait. Les détails concernant certains diplomates en poste à l'étranger, par exemple la présentation des lettres d'accréditation dans le pays en question. Vous souvenez-vous avoir dit cela dans le prétoire? Réponse. Les cadres de base qui devaient passer par le ministère des Affaires étrangères n'étaient pas placés sous la supervision de M. Ieng Sary, car c'étaient des cadres de base. Ils relevaient de la supervision du comité permanent, de toute évidence. Concernant les nominations, cela appartenait au comité permanent et non pas à M. Ieng Sary d'en décider. Toutefois, si quelqu'un voulait être envoyé ailleurs, cette personne devait transiter par B1. Je me souviens avoir remis un poste radio à chaque cadre se trouvant à Phnom Penh. Avant de rentrer à Phnom Penh, ils étaient dans les bases et ils m'ont rencontré dans mon bureau parce que mon bureau était situé près de l'escalier et les gens qui venaient dans ce bâtiment passaient par mon bureau. Donc je puis dire que le ministère des Affaires étrangères constituait un lieu de transit. Ce n'était pas là qu'étaient prises les décisions. Question. Je reviens à votre réponse, puis nous allons faire référence à une de vos déclarations. Ici, vous dites que la décision était prise par Pol Pot. Vous ne parlez pas d'un quelconque comité permanent. Ça, c'est le premier point. C'est ce que vous avez dit le 7 août. Maintenant, je vous renvoie au document E3/42. Il s'agit de vos déclarations du 6 mai 2009. Les URL sont les suivants. En Khmer 0032 72 07 et A09. En français 0032 72 27 et 28, ou plutôt 29, et 0032
72-18 à 19. Ici, on vous demande de faire des observations sur un passage tiré du livre de votre ex-femme. Et ici, vous dites que la réponse est dans votre manuscrit intitulé « Ministère des Affaires étrangères », l'antichambre de la mort, page 154. Ce que je peux dire, c'est que les cadres mentionnés par Laurence Pic dans son livre, c'était des cadres qui avaient été appelés pour représenter le Kampuchea démocratique à l'étranger. Ils recevaient une formation diplomatique au ministère des Affaires étrangères, mais la décision de les faire venir à Phnom Penh et de les nommer ambassadeurs n'était pas prise par le ministère des Affaires étrangères. C'est une décision relevant du bureau 870, c'est-à-dire une décision de Pol Pot. Il s'agit là d'une caractéristique commune au régime communiste. Et puis vous parlez de Kek Kim Hout. Apparemment, vous dites ici qu'il s'agissait d'une décision de Pol Pot. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit aux enquêteurs le 6 mai? C'est apparemment ce que vous avez écrit dans le livre qui a été publié. Réponse. Ces cadres étaient des cadres de base qui ne relevaient pas de la supervision de Ieng Sary. Pour cette raison, si ces gens n'étaient pas sous la supervision de Ieng Sary, c'est Pol Pot et personne d'autre qui prenait la décision. Pol Pot les convoquait au ministère. Et tous devaient être nommés ambassadeurs en application de la décision de Pol Pot et de lui seul. Pour répondre à votre question, ma réponse est oui, je maintiens ce que j'ai dit. La défense. Est-ce que cette réponse s'appliquerait également à M. Kek Kim Hout? បាទដូច្នោះមែនហើយ Réponse oui. អ្វីត្រូវ Comme on dit en français, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce livre est écrit en français. Quiconque agit doit être tenu responsable de ses actes. Comme on dit en khmer, si des cheveux poussent sur votre tête, c'est vous qui êtes responsable de vos cheveux. La défense. Je voudrais passer à un document qui vous a été présenté par mon collègue de la défense de Nuon Chea. Et j'ai des questions à vous poser. Dans une perspective quelque peu différente. C'est le document D199/26.2.80. Il s'agit apparemment d'un télégramme. Il est question d'une
visite effectuée par le ministre thaïlandais des Affaires étrangères au Cambodge. Je vais parler de la deuxième page. C'est un document de 2 pages seulement. Un passage de ce document vous avait été lu. and we can find it on Ceci se retrouve dans la transcription. En anglais, page 23, français 24-25, Khmer 18-19. C'est extrait de la deuxième page de ce document de 2 pages. Je peux vous donner les URL si c'est nécessaire. Mais voici ce qui vous a été lu. Monsieur Pol Pot a semblé capable, résolu et confiant. Il s'exprimait à la première personne. Visiblement, il a voulu donner l'impression à tous que c'était lui qui dirigeait les affaires de son pays depuis 1975. Il a aussi pris à son propre compte la politique d'amitié avec la Thaïlande en disant que c'était lui qui avait décidé d'envoyer M. Ieng Sary à Bangkok en octobre 1975. En regard, M. Ieng Sary faisait figure de subordonné respectueux. Ne donnant que rarement des réponses immédiates, il semblait toujours soucieux d'en référer à une autorité supérieure ou collégiale. Dans les discussions, M. Ieng Sary s'appuyait également sur messieurs Thiounn Prasit et Kit Chon, personnalités chevronnées dont les fonctions au ministère des Affaires étrangères n'ont pas été davantage précisées. Nous savons que vous n'étiez pas présent à la réunion en question, c'est ce que vous avez dit. Peut-être donc n'avez-vous pas pu assister à la scène ici décrite. Par contre, vous avez dit avoir travaillé pour le ministère des Affaires étrangères de 1975 à 1979. Vous nous avez dit que vous connaissiez messieurs Ieng Sary et Pol Pot. Ma question est la suivante. Au cours d'autres réunions auxquelles vous auriez été présent, est-ce que Pol Pot a donné l'impression d'être quelqu'un de capable, décidé et sûr de soi, dirigeant le Cambodge à l'époque? Réponse. D'après ce que je savais de lui, ce n'était pas quelqu'un de fier sur le plan personnel. Mais en tant que secrétaire du parti, il était respecté de tous. Et nous acceptions son statut de chef. Au cours de la réunion avec le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, je ne sais pas s'il était présent, à l'époque, il était premier ministre, il était chargé de l'accueil des ministres étrangers
cela relevait des fonctions qui lui avaient été attribuées. La défense. À d'autres réunions, avez-vous constaté que Pol Pot était tel qu'il est décrit ici? Parce que vous avez dit que vous n'étiez pas à la réunion. Donc, pour tout ce qui concerne la réunion, il s'agirait de spéculation de votre part. Le président témoin, veuillez attendre. La parole est au coprocureur. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le témoin vient de répondre à cette question et donc elle est répétitive. Par ailleurs, j'aurais pu me lever auparavant parce qu'il me semble qu'on invite le témoin à tirer de certaines conclusions. Et la question n'est peut-être pas assez précise non plus parce qu'on ne sait pas de quel genre de réunion exactement, à quel genre de réunion la défense fait référence et est-ce que Ieng Sary était présent, etc. Bon, en tout cas, je ne crois que fondamentalement cette question a déjà reçu une réponse de la part du témoin et donc elle est répétitive. Merci. Mr. President, Maître Carnavas, j'ai demandé au témoin s'il avait assisté à d'autres réunions. La réponse peut être oui ou non. Si c'est oui, Pol Pot est apparu de cette façon ou autrement. Rien de répétitif à ceci. Mais je vais passer à la suite puisqu'il le faut. Vous avez dit avoir très bien connu Pol Pot. C'est ce que vous avez dit le 16 août. Vous avez dit que vous le connaissiez très bien personnellement et que vous n'aviez pas peur de lui. Je vous renvoie à la transcription, aux pages 24 et 25 de la version Khmer, aux pages 32 et 33 de la version française et à la page 30 de la version anglaise. Ensuite, vous dites, je cite, « Je n'ai appris ce qui s'est produit durant le régime qu'après 1979. Et même si j'avais su ce qui se produisait durant le régime, peut-être n'aurais-je pas osé refuser cette offre. » Et ici, vous parlez d'une réunion avec Pol Pot qui vous a proposé un poste particulier. Compte tenu de la réponse que vous avez donnée, je voudrais obtenir des précisions sur plusieurs points. Le 8 août 2012, vous nous avez dit, et ici je vous renvoie à la page suivante en Khmer, 0083 4205, en français 0083 4407 et en anglais 0083 42 98. Vous avez dit, je cite, « Quand j'étais à Pékin, je n'aurais jamais pu imaginer que Pol Pot, dont le nom initial était Salotsar, était en réalité le secrétaire du parti. Nous pensions tous que Khieu Samphan ou Ieng Sary était secrétaire du parti. Mais nous n'avons jamais pensé que c'était Pol Pot. Je ne peux pas dire avec certitude ce qu'il en est et je ne peux pas précisément répondre à la question. » Fin de citation. Ma question est la suivante. Comment se fait-il que vous ayez été impliqué de près dans les affaires et la politique du parti depuis Paris, depuis votre séjour à Pékin? Par ailleurs, vous connaissiez très bien Pol Pot, c'est ce que vous avez dit en tout cas. Peut-être que vous ne le connaissiez pas aussi bien à ce moment-là, mais comment se fait-il que vous n'auriez jamais pu imaginer que c'était Pol Pot lui-même qui était le secrétaire du parti dont vous étiez membre? Comment cela se peut-il? Réponse. Ce n'est guère difficile à comprendre. J'étais un membre clandestin au Cambodge
avant de partir pour la France. C'est Ieng Sary qui m'a fait entrer. Quand j'étais en France, le cercle léniniste marxiste était présidé par Khieu Samphan. C'est en 1956 que j'ai fait la connaissance de Pol Pot lorsque j'étais enseignant à l'école Khancharamwichi. Il enseignait la littérature française et moi j'ai enseigné l'histoire-géographie. Pol Pot était quelqu'un d'élégant, d'amical, de poli. Personne n'aurait pu imaginer qu'il deviendrait le secrétaire du parti. Je le connaissais sous le nom de Salotsar. Quand il est allé en visite en Chine en septembre 1977, c'est à ce moment-là que nous avons appris qu'en fait Pol Pot c'était Salotsar. Question. À quel moment avez-vous pris conscience et compris qu'en fait il était secrétaire du parti? Vous souvenez-vous de l'année? Réponse. J'étais à Pékin en tant que membre du PCK. Question. De quelle année parlez-vous? Réponse. C'était en 1971. Question. Donc vous avez appris que Salotsar était secrétaire cette année-là, ou bien vous avez appris cette année-là qu'un certain Pol Pot était secrétaire? Réponse. C'est l'année où j'ai appris qu'il était Salotsar. Question. Je voudrais vous renvoyer à la déclaration du 7 mai 2009 en rapport avec la dernière question. En effet, vous dites que vous n'auriez jamais pu imaginer que Pol Pot était le secrétaire du parti. Je vous renvoie au document E3/377 en Khmer 00 327 35 à 38, en français 00 32 72 55 à 57, et en anglais 00 32 72 46 à 47. Une question vous a été posée sur les relations entre Pol Pot et Ieng Sary. Votre réponse était la suivante. Pol Pot et Ieng Sary avaient des personnalités très différentes et ont évolué de façon très différente. Fondamentalement, Pol Pot n'était pas un révolutionnaire, entre guillemets. Il avait été éduqué au Palais Royal durant son séjour à Paris. Il aimait s'amuser. Par la suite, il cessa d'accepter les contradictions. Pour lui, la vie d'un homme valait moins qu'une goutte d'eau dans l'océan. Au contraire, Ieng Sary a sauvé beaucoup de gens. Il nous demandait toujours qu'on lui dise la vérité, même si elle était déplaisante. Il était venu très tôt au communisme. En résumé,
Je ne tiens pas spécialement à défendre Ieng Sari, mais je le connais très bien. Et je peux dire que sans les révoltes de Pailin et de Malay dans les années 1990, il y aurait toujours la guerre. Vous avez dit, par ailleurs, avoir été surpris concernant Pol Pot. Est-ce que c'est une des raisons de ce fait, à savoir que quand vous l'avez connu à Paris, Pol Pot n'était pas un révolutionnaire, mais avait des origines bourgeoises? Pro niវាមានជាការវិវត្តខាង Réponse. Il s'agissait bien évidemment d'une évolution historique. Ceux qui avaient les moyens et les capacités de devenir dirigeant de parti comprenaient M. Ratsamroum. Je ne le connaissais pas personnellement. J'en ai entendu parler de la part de ses connaissances et de la part de mes amis qui le connaissaient. Lui était qualifié et avait l'expérience nécessaire. Par exemple, il avait une certaine maturité. La défense interrompt. Je regrette de vous interrompre, mais nous parlons de Pol Pot. Je vais passer à ma question suivante qui se réfère toujours à la réponse que vous avez donnée. Lorsque vous dites par la suite, en parlant de Pol Pot, il n'accepta plus aucune contradiction. Pour lui, la vie d'un homme valait moins qu'une goutte d'eau dans l'océan. Lorsque vous dites qu'il n'acceptait aucune contradiction, que voulez-vous dire ? Réponse. À ma connaissance, toute idée qui rentrait en contradiction avec les siennes était pour lui un signe que les gens ne se collaient pas à la position du parti. Parfois, il ne disait rien et ne montrait pas son désapprobation par ses expressions. Il restait calme et faisait preuve de maturité. Mais suite à la victoire de 1975, il est devenu convaincu que tout ce qu'il disait était juste. Et c'est pour cela qu'il n'admettait aucune contradiction. Toute idée qui rentrait en contradiction avec les siennes, bien, il les rejetait tout simplement. C'est ce qui a conduit au crime à une telle échelle massive. La ligne du parti à l'époque visait à transformer le Cambodge en un pays socialiste. Cela s'est fait rapidement en s'appuyant sur une seule personne. C'est cela qui a conduit à cette catastrophe et cette tragédie. C'est mon avis. Ce n'était pas quelqu'un qui courait les femmes, mais personnellement, je pense ce n'est pas moi qui ai dit que pour lui, la vie d'un homme ne valait pas plus qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais c'était peut-être la position à l'époque. Le président,
L'heure est venue de suspendre les débats. Nous allons reprendre à 11h moins 5. Huissier d'audience, veuillez vous rapprocher du témoin et de son avocat afin qu'il puisse se reposer pendant la pause et les raccompagner ici à 11h moins 5.